Alors, je rappelle que donc jusqu'à présent, nous avons nous avons traité un certain nombre de concepts et de mise en œuvre concernant donc les bases de l'intelligence artificielle. Donc, je rappelle juste là où on est maintenant, parce que là, on s'approche un petit peu de la fin. Donc, on avait commencé par les concepts de base de l'intelligence artificielle de manière générale. Alors, ensuite, donc, on avait travaillé donc, la partie de machine learning. Donc, nous avons fait la partie régression, classification. Nous avons également fait l'apprentissage non supervisé. Et voilà, donc ça c'était la dernière étape. Donc on avait fait une étude de cas dans laquelle nous avons un peu fait une révision générale. Je pense que l'exemple, en fait l'étude de cas ou bien l'exemple d'application de la dernière fois, c'est bénéfique pour beaucoup de gens qui ont en fait vu qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais en fait, si vous voulez, en même temps, c'est vraiment pas compliqué, surtout pour des doctorants scientifiques généralement. Je pense que c'est vraiment, je le rappelle juste, c'est que ce cours-là, c'est fait pour tout le monde, honnêtement. C'est-à-dire tout le monde en aura besoin, quelle que soit votre discipline. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les projets qu'on travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, voilà, on est toujours rapproché par, il y a les médecins, il y a les biologistes, il y a les gens qui font le bâtiment, je ne sais pas. Tout le monde veut en fait savoir, comprendre et surtout exploiter les outils de l'intelligence artificielle dans leur propre métier. Donc vous aurez un métier d'ici quelques années, mais dans votre métier, donc ça c'est des choses vraiment à apprendre. Alors maintenant, bien sûr, si vous n'avez pas assez de temps pour prendre un peu les choses en profondeur, donc vous aurez toujours ce classroom. Le jour où vous en aurez besoin, vous allez y revenir, regarder un peu les détails, c'est très important. Alors en fait, aujourd'hui, donc on est arrivé là. Donc je vais aborder la partie deep learning. Et par la suite, on terminera les séances prochaines, les séances qui restent, on va la consacrer à l'IA générative, parce qu'il se trouve encore que l'IA générative, c'est aujourd'hui la partie de l'intelligence artificielle la plus exploitée, la plus importante encore. Ben, du coup, mais pour faire l'IA générative, vous aurez besoin de tout ça, parce que ça, c'est la base de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, ici, nous sommes toujours dans le domaine de machine learning. Et dans machine learning, il y a beaucoup d'algorithmes de machine learning. Donc, on a parlé de beaucoup d'algorithmes, SVM, la régression logistique, la régression linéaire, etc., etc. Les arbres de décision, random forest, etc. Et les réseaux de neurones. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'algorithmes de machine learning, c'est-à-dire d'apprentissage automatique, et les réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones, c'est un cas particulier parce que les réseaux de neurones, lui, il est très fort pour les problèmes qui sont très forts. Bon, c'est-à-dire quand vous êtes dans des problèmes classiques qui ne sont pas très complexes, bon, généralement, dans la majorité des cas, avec les algorithmes classiques de machine learning que nous avons étudiés, donc c'est suffisant. Mais dès qu'il s'agit des problèmes un peu plus complexes qui ont besoin d'une grande quantité de données pour l'apprentissage, alors généralement les réseaux de neurones sont importants. Donc vous voyez, parmi les algorithmes, il y a les réseaux de neurones. Et justement, vous voyez, deep learning, c'est une partie de machine learning dans laquelle forcément on utilise les réseaux de neurones artificiels. Donc ce qui fait que quand on parle deep learning, on parle déjà d'un seul type d'algorithme principalement. Je ne dis pas à 100%, parce qu'il y a une autre façon de faire du deep learning. Il y a aussi ce qu'on appelle les machines de Boltzmann, donc ça, c'est pas cité ici. Mais dans la quasi-majorité des applications, c'est les réseaux de neurones artificiels. Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de voir à ce niveau-là. D'abord, c'est quoi en fait, le deep learning, c'est quoi d'abord? L'apprentissage profond, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui utilise principalement les réseaux de neurones artificiels.
qui se compose souvent de plusieurs couches, parce que la dernière fois nous avons vu, on a déjà utilisé les réseaux de neurones artificiels multi-layer perceptrons, notamment pour faire du machine learning classique. Mais généralement, quand il s'agit de deep learning, nous allons voir que souvent on aura besoin d'empiler plusieurs couches de neurones. Donc, si vous voulez, l'apprentissage profond, alors l'apprentissage profond permet des progrès qui sont extrêmement importants dans différents domaines, notamment le domaine de l'analyse, traitement de signal, traitement d'image. Donc ça, c'est des domaines, tout ce qui concerne le signal, l'image, les vidéos, souvent, c'est-à-dire deep learning, donc les réseaux de neurones artificiels sont très, très importants. Alors, quelques applications, on va retrouver ça, donc toutes les applications de reconnaissance faciale, de reconnaissance d'objets, reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale, computer vision, toutes les applications de la vision artificielle, et surtout également au niveau de NLP. NLP, ça veut dire Natural Language Processing, et donc c'est le traitement naturel du langage. Justement, c'est ce qui fait fonctionner ChatGPT que vous utilisez souvent, ça c'est du NLP. Donc c'est-à-dire forcément un modèle LLM comme ChatGPT, donc généralement à exploiter toutes les avancées scientifiques dans le domaine de NLP, et donc avec des implémentations principalement basées sur des réseaux de neurones. Donc voilà, alors généralement, on peut dire, juste pour vous donner une idée, vous savez, donc on a déjà vu le cas de machine learning classique. Alors dans machine learning, on peut utiliser des réseaux de neurones avec des couches de neurones, sauf que dans les réseaux de neurones classiques, c'est-à-dire dans les applications de machine learning classique, ben, en input, nous aurons besoin de donner ce qu'on appelle les variables indépendantes, c'est justement les caractéristiques. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez faire la reconnaissance, par exemple, d'objets dans une image, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous avez une photo, par exemple, en entrée, et vous voulez savoir, est-ce que c'est une moto, c'est un camion, est-ce que Alors, généralement, si vous voulez travailler avec l'approche machine learning classique, ben, on peut créer un simple réseau de neurones, mais à condition. Ben, à condition, les inputs, qu'est-ce qu'on va lui donner? Ben, on va lui donner, par exemple, le nombre de roues. On va lui donner, est-ce qu'il y a, par exemple, du vitre ou là, quelle est la forme? On va lui donner, est-ce qu'il y a un casque? C'est-à-dire que l'input, on doit lui donner les caractéristiques de l'objet. Et donc, à l'époque où il n'y avait pas les possibilités d'utiliser des modèles de deep learning, avant 2012, généralement, c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire, on prend une image, on utilise des techniques pour extraire les caractéristiques. Par exemple, à partir de l'image, on peut savoir est-ce qu'il y a un casque, est-ce qu'il y a par exemple 2 roues ou bien 4 roues. Et après, c'est ces caractéristiques-là qu'on va prendre, avec lesquelles on va alimenter le réseau de neurones artificiels. Bon, quand on travaille comme ça, c'est un peu, on va dire, c'est la technique classique, c'est-à-dire d'avant 2012. N'est-ce pas? Avant les années 2010, c'était comme ça qu'on fait, parce qu'à l'époque, c'était compliqué de traiter, de mettre en place des réseaux de neurones aussi profonds qui sont capables, si vous voulez, de traiter les images. Alors, donc, juste pour vous rappeler, si vous avez, par exemple, une image de 500 pixels x 400, donc c'est-à-dire au total, vous allez avoir en entrée, l'input, c'est 200 000 pixels. C'est-à-dire si vous voyez une image avec une basse résolution de 500 x 400, eh ben, ça va vous donner 200 000 pixels. Donc c'est-à-dire si vous voulez créer un réseau de neurones qui reçoit tous les pixels, ben, il vous faut avoir la couche d'entrée. Il y a combien de pixels? Il y a combien d'entrées de neurones? Il y a 200 000. 200 000, si vous ajoutez encore les couches intermédiaires, c'est beaucoup de neurones avec beaucoup de connexions. Et là, ça crée des matrices, si vous voulez, qui sont très énormes. Ben, du coup, donc, c'est un peu compliqué. Alors, en tout cas, pour ne pas faire c'est-à-dire cette façon de faire, eh bien, à partir des années en fait 2012, exactement à partir des années 2010-2012, en fait, on a aperçu que si on crée des réseaux de neurones avec beaucoup de couches intermédiaires, c'est-à-dire si on crée des réseaux de neurones, ce qu'on appelle fully connected, c'est-à-dire entièrement connectés,
avec beaucoup de couches de neurones, on peut donner directement l'image au réseau de neurones, c'est-à-dire avec tous les pixels, on va les donner au réseau de neurones. Et après, le réseau de neurones, donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des calculs. Donc, au fur et à mesure qu'on rentre dans les couches, ben, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit que, eh ben, tout simplement, ces neurones, des couches cachées, c'est ces neurones-là qui vont détecter, qui vont extraire les caractéristiques. C'est-à-dire, au lieu de ce qu'on faisait avant avec soit par des experts ou bien par exemple, des algorithmes, eh bien, c'est ces couches cachées. Une fois qu'on empile plusieurs couches cachées, eh bien, ces couches cachées sont capables d'extraire ce qu'on appelle les features, les patterns. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'extraire des informations ou bien des patterns à partir des objets d'entrée. Et après, par la suite, ils arrivent à faire ce qu'on appelle une abstraction d'image. Et là, je répète, l'abstraction d'image, c'est ça. Vous avez une image. Si vous voulez faire l'abstraction d'image, ça veut dire que vous allez dire il y a combien d'euros, est-ce qu'il y a des vitres, est-ce qu'il y a un casque, etc. etc. Donc, c'est-à-dire, on prend toute l'image et après, on extrait un ensemble de caractéristiques. Donc, voilà. Donc, ça, c'est comme ça donc, qu'on a commencé. Donc, c'est-à-dire, c'est des réseaux de neurones entièrement connectés. Bien sûr, à l'époque, on ne pouvait pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand vous mettez beaucoup de neurones avec beaucoup de couches, quand vous faites l'entraînement, ça fait beaucoup de calculs. Ça prend énormément de calculs. En fait, je rappelle que le principe, c'est en fait la rétropropagation du gradient. Donc, ça crée des matrices qui sont énormes. Et après, avec ces calculs matriciels, donc ça prend beaucoup de calculs. Donc, il fallait attendre jusqu'à 2010. Alors en fait, 2010, il y a quelque chose qui s'est passé qui est très important, c'est que NVIDIA, que tout le monde connaît maintenant, c'est une entreprise, avait créé des cartes graphiques, ce qu'on appelait les GPU. Bon, à l'époque, ces GPU-là, c'est des cartes graphiques qui étaient uniquement utilisées par les gamers, c'est-à-dire pour les jeux vidéo. C'est-à-dire tous ceux qui font à l'époque, dans les années 2000, avant 2010, hein, parce que ces cartes-là existaient avant 2010, tous ceux qui jouaient, qui travaillaient avec les jeux vidéo, à l'époque, ils cherchaient ces cartes graphiques NVIDIA. Pourquoi? Tout simplement parce que ces cartes graphiques NVIDIA contiennent ce qu'on appelle les GPU. Ben, c'est quoi les GPU? Ben, tout simplement, c'est des cartes graphiques qui contiennent des milliers de petits microprocesseurs. Il y a beaucoup de petits microprocesseurs. Et si vous avez des milliers de petits microprocesseurs, si vous voulez faire le produit de deux matrices, ou bien l'inversion des matrices, vous voulez déterminer le déterminant d'une matrice, etc. Et bien ça, on fait ce qu'on appelle le calcul parallèle. Au lieu de utiliser un CPU, parce que vous savez, un CPU, c'est le processeur classique que vous utilisez. Si vous utilisez un seul CPU, on fait ce qu'on appelle le calcul séquentiel. Parce qu'un CPU ne peut exécuter qu'une seule instruction à la fois. Mais si vous utilisez les GPU, eh bien, vous pouvez exécuter des milliers d'opérations à la fois. C'est ce qu'on appelle le calcul parallèle. Donc, le petit exemple que je donne toujours, c'est ça. C'est que vous voulez faire la somme de deux matrices, A et B, par exemple. Vous avez la matrice A et la matrice B. Alors, si vous faites le calcul classique, ben, tout simplement, vous avez ici, par exemple, par exemple, A11, 12, 21, A22. Et là, vous avez B11, B12, B21 et B22. Bon, c'est juste... Après, quand vous faites le calcul, si vous avez un seul processeur, pour faire la somme de ces deux matrices, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut d'abord faire ce nombre-là plus ce nombre. Ensuite, vous faites ce nombre-là plus ce nombre, c'est-à-dire quoi? Il y a combien d'opérations que vous allez exécuter? 4 opérations. Ça, c'est le calcul séquentiel, c'est-à-dire votre processeur, il va exécuter 4 opérations. Mais si vous avez un GPU qui contient 4 processeurs, et bien tout simplement, en même temps, chaque processeur va faire, le premier processeur, il va faire par exemple ce nombre plus ce nombre, le deuxième processeur, il va additionner ces deux nombres, et du coup, donc finalement, on ne va pas faire 4 opérations, on fait une seule opération. Et ça, c'est ce qu'on appelle le calcul parallèle.
Alors maintenant, si vous avez des matrices qui sont énormes, eh ben, il vous faut des GPU. Ben, c'est parce que c'est les GPU qui contiennent des milliers de petits microprocesseurs. Bon, ça, c'est juste pour introduire la problématique. Donc, comme je disais, au début, on avait commencé comme ça, mais après, on a découvert, à partir de 2012, il y a d'autres modèles de réseaux de neurones artificiels, comme par exemple CNN, les réseaux de neurones convolutionnels, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et bien tout simplement qu'ils sont encore beaucoup mieux, qui donnent de meilleurs résultats pour le cas des images, au lieu d'utiliser des réseaux de neurones entièrement connectés de manière classique. Alors, les applications, donc juste je rappelle, ça je l'ai déjà présenté la dernière fois. Alors c'est quoi un neurone artificiel? Bon, un neurone artificiel, c'est une approximation du neurone biologique. Donc un neurone artificiel, c'est une fonction mathématique qui fait deux opérations, en quelque sorte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, le neurone, il va prendre des entrées xi en entrée. Et après, qu'est-ce qu'il fait le neurone? La première opération, il va faire ce qu'on appelle la sommation. Il va calculer la somme de xi fois, en fait, la connexion, il a un poids. Donc ce poids-là, c'est le paramètre, ce qu'on appelle des synapses. Et donc, il fait la somme. Donc x1 fois w1 plus x2 w2 plus x3 w3. Donc ça, c'est la somme. Et puis, il y a une fonction qu'il va faire, ce qu'on appelle la fonction d'activation. Alors, la fonction d'activation va introduire la non-linéarité dans le modèle. Et bien, tout simplement, on utilise différentes fonctions. Par exemple, une fonction de seuillage qui, tout simplement, va faire un test. Si la somme calculée est supérieure à un seuil, par exemple, s'il est supérieur à 0,5, on va supposer que la sortie, c'est 1. S'il est inférieur, on va supposer que c'est 0. Donc, c'est-à-dire, à la fin, la sortie des neurones, on va avoir soit 0, soit 1. Et ça, c'est une approximation des neurones biologiques. Pourquoi? Parce qu'un neurone biologique, on peut le voir comme ça. Il y a ce qu'on appelle les dendrites. Donc, les dendrites, si vous voulez, c'est les connexions qui vont lier un neurone à d'autres neurones. C'est-à-dire, un neurone, il est lié à plusieurs neurones. Et après, le neurone va recevoir des signaux à partir des dendrites. Mais ces signaux, ça peut être soit des 1, soit des 0. Donc, les 1 et les 0, ça provient des autres neurones. Ben, qu'est-ce qu'il fait tout simplement ici? Donc, on va faire il y a la partie soma. En fait, le soma, c'est à peu près ça. Hein. C'est-à-dire, c'est là, on va cumuler tous ces signaux-là. On va faire une sommation. Et après, par la suite, si la somme est supérieure à un seuil, la sortie, c'est 1. Ça veut dire qu'on va émettre un signal. Donc, il y a un signal qui va sortir de l'axome, si vous voulez. Et après, ce signal-là, il va vers l'entrée des autres neurones. Et bien, c'est comme ça que le cerveau humain, à peu près, je dis bien à peu près parce que, Allahu a'lam, parce que c'est la vraie réalité, parce que c'est encore plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Mais ce que vous voyez, donc, les réseaux de neurones, ils ont essayé d'imiter le cerveau humain. Donc, ça, c'est ce qui donne quelque chose de très intéressant. Et donc, voilà, donc ça, c'est le principe de base. Alors, et du coup, donc, voilà, donc vous avez des fonctions d'activation qui sont utilisées parmi les fonctions d'activation qui sont connues. Il y a sigmoïde. Alors, cette fonction-là, elle est très, très connue. Donc, la sigmoïde, donc c'est f de x, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Donc, vous voyez, donc c'est une fonction dont la valeur est comprise entre 0 et 1. Donc, forcément, si vous mettez une sigmoïde à la sortie des neurones, quelle que soit la valeur de la somme, à la fin, ça va vous donner quoi? Soit un nombre entre 0 et 1. Et comme ça vous donne un nombre entre 0 et 1, ça veut dire que si c'est inférieur à 0,5, pour nous, c'est 0. Si c'est supérieur à 0,5, ça va être 1. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, vous avez également teenage ou bien tangente hyperbolique. Ça, c'est utilisé également. C'est 2 sur 1 plus exponentielle moins 2x moins 1. Il y a ça, par contre, dans les réseaux de neurones convolutionnels. Donc, on utilise ReLU. Ben, ReLU, c'est très simple. C'est la fonction f de x est égale à 0 si x est inférieur à 0. Il est égal à x si x est supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire, si la somme est positive, on va garder le nombre.
Mais s'il est inférieur à 0, s'il est négatif, on va la remplacer par 0. Donc ça, c'est ReLU. Et vous allez voir, ça résout beaucoup de problèmes dans le cas des réseaux de neurones. Donc, en principe, parmi les modèles classiques, donc, il y a le perceptron. Donc, ça a été inventé en 1957. En fait, le perceptron, c'est un classifieur binaire. C'est un réseau de neurones dans lequel vous avez en fait un neurone qui reçoit les inputs qui sont pondérés par les poids, comme je viens de vous dire. Il fait la somme et après il y a une fonction d'activation qui va introduire la non-linéarité. Et puis donc quand on va... l'idée c'est quoi? Dans l'entraînement, l'entraînement revient à quoi? C'est à déterminer les poids. C'est-à-dire quelles sont les valeurs des connexions, des poids de ces connexions qui vont lier les entrées et les sorties. Donc c'est ça l'entraînement. L'entraînement revient à déterminer les poids de ces neurones. Et bien tout simplement pour des cas plus simples linéaires, donc vous pouvez le faire. C'est de simples équations mathématiques, vous pouvez le faire. Mais quand il s'agit des problèmes assez complexes, donc il vous faut des algorithmes. Et donc justement, l'idée du perceptron, c'est quoi? C'est que d'abord, comme je disais, il fait la somme. Et puis vous avez la fonction de seuillage. Par exemple, si y égale à 1, si la somme est supérieure à 0, et moins 1, si elle est inférieure à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner dans la phase d'apprentissage, on va donner les valeurs des variables indépendantes et à la fin, on va obtenir une sortie. Donc, la sortie, c'est Y. Donc, on va obtenir une sortie et après, on va faire la différence. Donc, on va prendre la sortie moins le output réel. Donc, c'est-à-dire, je prends la sortie moins le output réel, ça me donne l'erreur. Et bien tout simplement, l'erreur, c'est-à-dire maintenant l'idée c'est quoi? C'est de minimiser cette erreur. Et pour minimiser cette erreur-là, c'est-à-dire quoi? Il va falloir chercher les poids W qui permettent de minimiser l'erreur, c'est-à-dire d'avoir une erreur qui est proche de 0. Et donc, pour le faire, et bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, tout simplement, une fois que nous avons l'erreur, on va déterminer les poids des neurones comme ça. Donc, c'est le W à l'instant T, égale W à l'instant T moins 1, c'est-à-dire précédent, plus alpha multiplié par l'erreur, fois XI. Par exemple, si je veux déterminer W1, ça va être quoi? C'est W au début, parce qu'au départ, je vais commencer par des valeurs aléatoires. Et après, je vais lui ajouter alpha fois l'erreur que j'ai constatée, multiplié par la valeur de x. Et ça me donne la valeur du poids. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Alors alpha, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'apprentissage. Ça, c'est important. C'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc c'est un nombre qu'on choisit de manière empirique. Ça peut être 0,5, 0,9, etc. Mais c'est ce qu'on appelle la vitesse d'apprentissage. Alors, ça, c'est comme ça que ça a commencé donc, le perceptron. Et après, donc, vous avez... Donc, si on fait ça, on le fait et on calcule les poids et on essaie encore. On va donner les inputs, on regarde encore, il y a l'erreur et on reprend. N'est-ce pas? On prend l'erreur, on corrige les poids, on va donner encore les inputs, ça nous donne l'erreur et on va répéter ce processus-là pendant plusieurs itérations. Jusqu'à ce que, quand on donne les inputs, on obtient la sortie égale la sortie réelle, c'est-à-dire il est proche de la sortie réelle, c'est-à-dire l'erreur doit être proche à 0. Et donc, cet algorithme-là, c'est ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. Donc, la rétropropagation du gradient, donc c'est l'idée principale de cet algorithme qui fait que, avec un ensemble d'itérations, on arrive à déterminer quelles sont les valeurs du poids qui vont minimiser l'erreur. Donc, c'est ça l'idée principale. Donc, après, pour les applications réelles, donc on a beaucoup de input, généralement beaucoup de variables d'entrée. Et du coup, donc, avec un seul neurone, on ne peut pas résoudre le problème parce qu'en fait, si vous avez un seul neurone, donc vous êtes en train de traiter purement
un problème linéaire classique. Mais si vous avez un problème qui n'est pas linéaire, donc on aura besoin de créer plusieurs couches. Donc, c'est-à-dire, vous avez une couche de input qui contient un ensemble de neurones. Généralement, la couche de input, il contient combien de neurones? C'est le nombre d'entrées. Par exemple, la dernière fois, si vous vous rappelez comment il s'appelle, de l'Iris dataset, il y a combien de caractéristiques? Il y a 4. Il y a le CIPALENT, etc., etc. Donc, je n'ai même pas envie d'y revenir. Donc, il y a 4 caractéristiques. Ça veut dire que l'input, il y aura combien de neurones? À l'entrée, il y en aura 4. Et après, vous avez des couches intermédiaires, c'est ce qu'on appelle les couches cachées. Alors maintenant, les couches cachées, on peut mettre, c'est vraiment, il n'y a pas de règle qui permet de vous dire il y a combien de neurones qu'on va choisir. On met un nombre quelconque et après, on va essayer donc de connecter, la sortie de chaque neurone va être connectée aux neurones de la couche suivante. Et donc, c'est ce qui va se passer. Ces neurones, ils vont faire des calculs et à la fin, on a une couche de sortie. Donc la couche de sortie, donc la même chose. Généralement, ça dépend de si c'est un classifieur. Si c'est un classifieur, vous allez avoir c'est le nombre de classes. Par exemple, si c'est un classifieur, par exemple 3 classes comme le cas de Iris, vous avez 3 types de fleurs. Et bien tout simplement à la sortie, on va avoir combien de neurones? 3. Par exemple, pour la première classe, voilà la sortie. Pour la deuxième classe et pour la troisième classe. Et après, on va regarder quel est le neurone qui donne la valeur la plus grande. C'est-à-dire le neurone à la sortie qui donne la valeur la plus grande. C'est-à-dire, on va dire que cet input-là, ça appartient à cette classe. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça qu'on fait généralement. Voilà. Alors, donc, après, il y a pour les erreurs. Donc, pour les algorithmes, comme je disais, d'optimisation qui permettent d'optimiser, c'est-à-dire de minimiser l'erreur. Donc, il y a des algorithmes qui sont inconnus comme SGD. Donc, SGD, ça s'appelle Stochastic Gradient Descent. C'est un algorithme, c'est l'un des premiers algorithmes qui ont commencé au niveau des réseaux de neurones. Et après, il y a un autre qui est très connu par ses performances, c'est ADAM. Donc, tout à l'heure, quand on va écrire le code, vous allez beaucoup voir ce SGD, ADAM, donc ça c'est des. Et après, la vitesse d'apprentissage, learning rate. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est ce coefficient alpha, ici. Donc, ça, c'est un paramètre également qu'il faut prendre en considération. Et puis, vous avez la loss function. Donc, loss function, c'est l'erreur. Alors, maintenant, comment vous voulez calculer l'erreur? Donc, pour calculer l'erreur, donc vous avez, par exemple, mean squared error. Donc, on en a déjà parlé quand on avait fait la régression, si vous vous rappelez. C'est la somme des différences au carré, c'est-à-dire y c'est la sortie réelle, y hat c'est la sortie prédite. Donc c'est-à-dire je prends le réel moins la valeur prédite, je fais la différence au carré, je fais la somme et ça me donne l'erreur globale sur l'ensemble du réseau. Et après c'est cette fonction qu'il faut minimiser, c'est-à-dire on va chercher à la fin jusqu'à ce que mean squared error, par exemple, soit proche de 0. Alors, au niveau des modèles de machine learning, donc de deep learning, donc il y a ce qu'on appelle les ANN, on les appelle comme ça. ANN, ça veut dire Artificial Neural Network. Donc, on les appelle les multi-layer perceptrons, c'est ce que je viens de vous décrire. Donc, il y a des problèmes de deep learning. Généralement, quand on fait du machine learning classique, généralement, vous utilisez les ANN. Les ANN sont largement suffisants pour résoudre beaucoup de problèmes. Mais quand vous êtes dans des problèmes, par exemple, de reconnaissance d'image, ou vous êtes dans des cas de traitement de signal, alors généralement, on va utiliser des réseaux de neurones qui sont spécialisés dans chaque domaine, comme par exemple CNN. Alors CNN, ça veut dire Convolutional Neural Network. Donc, c'est un réseau de neurones qui sont dédiés aux problèmes de computer vision, c'est-à-dire tout ce qui est traitement d'image, la reconnaissance d'image, la reconnaissance faciale, la reconnaissance des objets. Donc, c'est très important. Maintenant, il y a des caméras qui sont capables de détecter des objets, de faire des choses, et bien, tout simplement parce qu'ils sont équipés par des modèles de type CNN qui sont très forts pour détecter les objets des images. Alors,
les CNN, aujourd'hui les voitures, vous savez, l'intelligence artificielle, parce qu'on oublie ça, parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il sauve des vies. Parce que vous savez, dans les voitures maintenant, ils sont équipés par exemple, quand vous êtes proche d'un choc, ben, la voiture se freine automatiquement, n'est-ce pas? Et bien tout simplement, c'est détecter l'obstacle, détecter je sais pas, détecter un danger. Alors, à la rigueur, détecter les températures, tout ça, c'est des capteurs. C'est des capteurs qui sont utilisés. Mais quand vous détectez, par exemple, un danger, alors forcément, donc, on utilise des modèles de type CNN, par exemple. Oui? Comment? Ah, il n'est pas partagé? Voilà, donc ça c'est pour les CNN. Après, donc, il y a également ce qu'on appelle les RNN, Recurrent Neural Network, parmi lesquels il y a d'autres variantes, notamment LSTM. LSTM, c'est Long Short Time Memory. Il y a GRU, Gated Recurrent Unit. Alors, tous ces réseaux-là, RNN, LSTM, GRU, généralement, c'est des réseaux de neurones qui sont très forts pour la prédiction dans les séquences temporelles. C'est-à-dire, si vous avez par exemple une série temporelle, par exemple, prédire, je ne sais pas, prédire par exemple le prix de vente d'une action en bourse, c'est en fonction de l'historique, en fonction de la séquence que je reçois, je peux prédire le futur. Par exemple, la météo. Donc, en fonction de l'historique, je peux prédire, par exemple, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Encore, par exemple, prédire la consommation d'énergie. Alors, tout ça, c'est des problèmes dans lesquels il y a la dimension temporelle. Donc, si vous avez un problème dans lequel vous avez la dimension temporelle, c'est-à-dire vous recevez des données dans une séquence temporelle, alors pour faire la prédiction, généralement, vous aurez besoin d'utiliser des réseaux de neurones récurrents, comme par exemple LSTM, ou bien GRU, qui sont très forts. Voilà. Alors le principe, c'est très simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. L'idée principale, c'est que, comme vous voyez ici, dans les réseaux de neurones récurrents, vous avez par exemple la sortie du neurone de la couche suivante, ben, il devient encore l'entrée dans la couche précédente. Donc c'est à peu près, on est dans une boucle, n'est-ce pas? J'ai la sortie d'un neurone qui va revenir vers l'entrée des réseaux au début. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on peut faire des prédictions sur des séquences temporelles. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas vraiment le moment. Alors, mais par contre, les CNN, on va s'y intéresser, parce qu'il y a justement un exemple d'application, c'est-à-dire sur lequel on va travailler. Alors, l'idée de CNN, c'est quoi? C'est que les réseaux de neurones convolutionnels, ils sont faits pour recevoir une image à l'entrée. Donc, une fois qu'on reçoit l'image à l'entrée, l'input, c'est une image. Et après, vous avez une couche de neurones, dans laquelle on applique des filtres de convolution. Et en fait, vous savez, dans le domaine du traitement d'image ou bien du traitement de signal, tout simplement, les filtres, leur rôle, c'est quoi? Les filtres permettent de chercher des caractéristiques, de chercher des features dans l'image. Donc, ce qui fait que il y a une couche de ce qu'on appelle de convolution dans laquelle on va appliquer un ensemble de filtres. Donc, je vais tout à l'heure vous expliquer la notion de filtre parce qu'elle est importante. Et une fois qu'on applique les filtres, ben, on va essayer donc de capter, on essaie de capter les infos, c'est-à-dire on va essayer de faire l'abstraction d'image. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai une image et je voudrais savoir est-ce qu'il y a combien de roues, par exemple, est-ce qu'il y a des roues ou pas. Donc j'ai besoin d'utiliser un filtre qui permet de chercher dans l'image, par exemple, les informations sur les caractéristiques d'une roue. Donc on va appliquer plusieurs filtres dans la couche et après on va faire ce qu'on appelle un pooling. En fait, le pooling, c'est une opération qui permet de conserver les informations les plus importantes. Alors, parmi les opérations de pooling, il y a ce qu'on appelle max pooling. Dans le max pooling, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va garder que les informations positives. C'est-à-dire, si vous avez les informations pertinentes qui sont positives, on va les garder.
celles qui sont négatives, on va les remplacer par 0. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous prenez que les informations les plus importantes et le reste, vous gardez des zéros. Et après, par la suite, le fait d'avoir beaucoup de zéros dans des matrices, ça permet de réduire la taille de la matrice. C'est comme ça qu'on va faire. Et après, on reprend. On va utiliser une couche de convolution. On utilise le pooling, convolution, pooling, etc. Donc, c'est-à-dire, on va avoir plusieurs couches de convolution et de pooling. Et à la fin, on obtient des petites matrices. Si vous regardez à la fin ici, vous allez obtenir beaucoup de petites matrices, si vous voulez. Et si vous regardez ces matrices-là, finalement, c'est quoi en réalité? On met donc les caractéristiques qui existent dans l'image. C'est ces petites matrices qui vont vous dire, il y a un casque, il y a par exemple des roues, il y a par exemple les yeux, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est-à-dire, les CNN, c'est ce qu'ils font. Ils essayent à peu près... On s'approche, en fait, c'est pas qu'on s'approche, on est en train d'imiter l'œil humain. Parce que l'œil humain, comment il reconnaît les objets? Ben, c'est comme ça généralement. Donc, c'est-à-dire, on applique des filtres, on fait des poolings, mais sans que vous le sachiez. Mais en fait, les scientifiques, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, ils ont trouvé cette approximation. Je dis toujours approximation parce que la réalité, c'est vraiment... Il n'y a que le Dieu qui sait ce qui se passe. Mais en tout cas... c'est des réseaux qui sont très forts dans la reconnaissance d'objets à partir des images. Et ça, c'est important. Alors, donc, une fois qu'on arrive là, on prend toutes ces matrices-là, on va faire ce qu'on appelle un flatten. Flatten, c'est-à-dire, on va essayer de prendre toutes ces matrices, on va les mettre dans un seul vecteur. C'est-à-dire, les donner des centaines de matrices, de petites matrices, on va les remettre dans un seul vecteur. L'opération, ça s'appelle flatten, c'est-à-dire on va aplatir, soi-disant, les matrices pour avoir un seul vecteur. Et comme j'ai ce vecteur-là, et bien maintenant, je peux utiliser un réseau de neurones multilayer perceptron classique, un classifieur. C'est-à-dire, je vais donner ces informations, un simple réseau de neurones, et après ce réseau-là, donc c'est-à-dire à la fin, finalement, je suis dans le machine learning classique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je donne maintenant ces caractéristiques que vous voyez là. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, ce qu'on faisait, c'était ça. On faisait ça manuellement. Il vous faut un expert. Vous lui donnez la photo, ben, il va vous dire, il y a un casque, il y a deux roues, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après, on le donne à un réseau de neurones classique, il prédit est-ce que c'est une voiture ou bien c'est une moto. À l'époque, on le faisait, c'est des experts qui font ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, avec CNN, finalement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la machine qui avec ces couches de convolution et de pooling, on arrive à extraire les caractéristiques. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle l'abstraction d'image. Et à la fin, donc, ça nous donne un classifieur qui permet de déterminer est-ce que c'est un chien ou bien c'est un chat. Etc. Alors, comment ça marche? Regardez, ça fait quand même 4 ou 5 ans, 8 ans, j'avais fait ces animations dans le cadre d'une conférence. J'étais content de les retrouver parce que depuis, je ne les ai pas utilisées. Alors, regardez, j'ai ici, pour vous expliquer comment ça se passe, regardez. J'ai ici, par exemple, une image dans laquelle j'ai ici un X. Vous voyez donc les points blancs que vous voyez là, c'est-à-dire c'est 1, et le reste, c'est des moins 1. Donc, tout ce qui est moins 1, c'est-à-dire c'est du noir, n'est-ce pas? Donc, vous avez, parce qu'une image, finalement, c'est une matrice. Bon, chaque élément de la matrice, c'est un pixel. Et le pixel a une couleur. Supposons, dans un cas plus simple comme ça, j'ai une matrice qui contient soit des 1, soit des moins 1. Alors ici, donc, j'ai un X comme ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser un filtre. Alors, pour utiliser un filtre, c'est ce qu'on appelle un kernel. Donc, vous voyez, un filtre, c'est quoi? C'est une petite matrice, par exemple, de 3 x 3. Donc, c'est une petite matrice, un filtre, c'est une matrice de 3 x 3. Je vais prendre, par exemple, ce filtre-là, dans lequel j'ai ici 1, 1, 1, mais le reste, c'est des moins 1. L'idée principale, c'est quoi? C'est, avec ce filtre-là, je vais détecter les morceaux d'image dans lesquels vous avez ces 3 points-là. Et comment on va faire? Eh bien, tout simplement, je prends ce kernel et je vais l'appliquer à toute l'image. Par exemple, je vais prendre ce kernel, je vais d'abord faire le produit
convolutionnel avec par exemple, c'est-à-dire cette partie-là. Eh bien, comment on fait ça? Donc, ben, tout simplement, on prend la 1 multiplié par moins 1, plus moins 1 fois moins 1. Alors, donc, vous voyez, donc, ça c'est moins 1 fois moins 1, plus quoi? Moins 1 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 1, plus 1 fois 1, plus moins 1 fois moins 1. Vous faites cette somme, et ça va vous donner quoi? 0,70. Donc, vous voyez, donc, une petite fenêtre à travers laquelle vous regardez cette partie-là. Vous appliquez le filtre, ça va vous donner une valeur. Et cette valeur-là, je vais la prendre. C'est combien? C'est 0,60. Donc, c'est-à-dire, pour le premier coin, la valeur, le filtre, il m'a donné 0,78. Je vais maintenant déplacer la fenêtre d'un cran, comme ça. Donc, je déplace cette fenêtre convolutionnelle, comme ça. Et je vais faire le même travail. Donc, ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, ça va me donner encore la valeur, c'est combien? C'est moins 0,11. Donc, vous voyez, donc, je suis en train de déplacer la fenêtre, c'est-à-dire d'une dimension de 1. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le stride. Stride, ça veut dire quoi? On va appliquer chaque fenêtre, quand on déplace d'un seul pixel. Ainsi de suite. Mais après, vous allez voir dans un réseau de neurones convolutionnels, ce paramètre-là, c'est à vous de le donner. Est-ce que vous voulez vous déplacer d'un seul pixel, ou bien deux, ou bien trois, etc. Et donc, et on continue, regardez. Je déplace. Et ça me donne cette valeur. Je me déplace comme ça. Une fois que j'arrive là, je me déplace encore en bas. Donc, c'est comme si vous prenez des jumelles à travers lesquelles vous regardez. C'est un peu ça. Vous prenez une petite jumelle et à travers laquelle vous regardez si vous voulez, vous allez parcourir un grand espace et vous essayez de faire ça. Eh bien, si vous faites ça, vous continuez à faire ça, ça. C'est quelle couche qui fait ce calcul? C'est la couche de convolution. Donc la couche de convolution, il va faire pour un filtre. Un filtre, ça c'est un filtre. Il fait ça, ce travail. Donc vous voyez, donc l'input, qu'est-ce que j'ai ici? L'input, j'ai une image. Voilà l'image originale. Voilà, avec la couche de convolution, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne une autre matrice. Et comme vous voyez dans cette matrice-là, qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, donc je détecte, si vous voulez, les pixels qui sont diagonales, qui sont de voisinage. Et après, j'ai ici des moins 1, j'ai des 0, etc. J'ai des valeurs. Et bien regardez, on va faire ça, ça c'est un filtre. On va prendre un autre filtre qui est capable de détecter par exemple des coins qui sont arrondis, etc. On fait le même travail. Et on fait ça pour plusieurs filtres. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Par exemple pour ce filtre-là, pour ce filtre que j'ai ici, donc j'obtiens cette image et je vais utiliser la fonction d'activation. Et la fonction d'activation qui est utilisée dans les CNN, c'est ReLU. Et ReLU, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, j'ai l'image que j'ai obtenue. Et si vous appliquez ReLU, ça veut dire quoi? F de x égale à 0. Si x est inférieur à 0, il est égal à x s'il est supérieur à 0. On applique ça, regardez. Ça, c'est par exemple, ça c'est supérieur à 0, je vais garder la valeur. Ça, c'est négatif. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais le remplacer par 0. Donc, tout ce qui est négatif, regardez, il devient des zéros qui sont en rouge. Et le fait d'avoir ça veut dire quoi finalement ça? Ça veut dire que je suis en train de prendre que les nombres positifs. Et donc, si je prends les nombres positifs maintenant, donc le convolution, j'ai fait ReLU. Maintenant, j'obtiens cette matrice-là. Maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle le pooling. Le pooling, le max pooling, je vais utiliser ici. Je vais encore utiliser un kernel, par exemple, de dimension 2 x 2. Donc, c'est à nous de préciser le kernel, il est de quelle dimension. On prend la même chose. Donc, je prends ce kernel, je le place sur une partie de l'image. Et le max pooling, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de prendre le maximum. Regardez, par exemple, cette partie-là, la valeur maximale, c'est combien? C'est 1, ici. Et bien, tout simplement, toutes les informations que j'ai ici, donc je vais garder que 1. Et je déplace.
Mais regardez, j'ai déplacé le... De combien? De 2. Donc ici, donc j'ai stride égal à 2. Et je prends la valeur ici, c'est combien le max? 0,33, etc. Je fais ça. Et à la fin, ça me donne cette petite matrice. OK? Alors maintenant, une fois que je fais ça, je vais refaire ça pour un autre filtre. C'est-à-dire, voilà l'image originale. J'ai appliqué le premier filtre. Ça m'a donné une image. J'ai appliqué le Relio. J'ai fait Max Pooling. Ça m'a donné ça. N'est-ce pas? Et je vais utiliser un filtre 2. La même chose. Je refais pour l'image. Et ça me donne également une petite image. Alors, si vous vous rappelez dans l'exemple que je vous ai montré ici, exactement, nous sommes en train de chercher les features ou bien les patterns dans l'image. C'est ce que je vous disais là. Donc, vous voyez, donc, j'utilise convolution avec Relio. Et là, c'est Max Pooling. Donc, Pooling, convolution Relio. Et après, j'obtiens des petites matrices que vous voyez là. Pour chaque filtre, j'obtiens une petite matrice. Après, qu'est-ce que je vais faire? Le flatten. Donc, je vais faire aplatir les matrices. Et ça me donne... Voilà. Et ça me donne ça, tout simplement. Donc, ça me donne un seul vecteur qui contient toutes ces informations-là. Ben, je les prends comme ça, ligne par ligne. Et je les place sous forme de vecteurs. Et maintenant, je peux utiliser un simple réseau de neurones classique. À la sortie, j'ai 2 neurones. Par exemple, je voudrais savoir est-ce que c'est un X ou bien c'est un O. Donc, bon, c'est juste pour savoir à la fin ce que c'est. Et voilà. Donc, une fois que je fais ici un réseau de neurones entièrement connecté, donc je suis en train de créer ce qu'on appelle un classifieur. Donc, vous voyez, donc cette partie-là, c'est la classification qui me donne à la fin, à la sortie, c'est-à-dire de quel objet s'agit-il, s'il s'agit par exemple d'une reconnaissance d'objet. Est-ce que vous avez compris le principe? Alors, dans la partie deep learning, donc la partie il faut Monsieur. Oui. Il faut vraiment la comprendre. Oui. Monsieur, j'ai une question concernant le choix des filtres. Est-ce qu'on les remplit aléatoirement? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors maintenant, les filtres, est-ce que c'est à moi de choisir les filtres? Non. Maintenant, vous allez utiliser des frameworks. Il se trouve que parmi les frameworks qui sont connus qu'on va utiliser tout à l'heure, il y a un framework qui s'appelle TensorFlow. Il y a également Keras. Plutôt, il y a PyTorch. Parce qu'en fait, vous avez 2 frameworks qui sont généralement qui sont les plus populaires pour faire le deep learning. TensorFlow et PyTorch. TensorFlow, c'est développé par Google. Et PyTorch est développé par Facebook. Et quand vous utilisez des réseaux de neurones avec des frameworks, eh bien c'est le framework qui dispose déjà des centaines de filtres. Donc pour moi, quand je crée mon réseau de neurones, c'est pas à moi de choisir les filtres, je vais lui demander juste utilise 32 filtres, ou bien 50 filtres, ou bien 16 filtres. Et après, donc, il va choisir 10 filtres et après, il va les appliquer. Donc ça, c'est la réponse à ta question. Est-ce que c'est clair? Merci. Voilà, alors juste avant de commencer Oui, merci. la partie pratique, alors d'abord, justement, quels sont les principaux frameworks de deep learning? Alors, donc forcément, si vous faites du deep learning, vous allez utiliser des frameworks comme TensorFlow, donc qui est développé par Google. Donc principalement, c'est développé en Python, C++ et JavaScript. Donc c'est-à-dire si vous travaillez avec TensorFlow, vous pouvez, il y a la version JavaScript, il y a la version Python, mais le noyau c'est fait en C++. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer ça. Regardez bien l'architecture de TensorFlow. Alors en fait, TensorFlow, il est fait pour faire des calculs parallèles. Alors pourquoi TensorFlow et non pas Scikit-learn, n'est-ce pas? Parce que TensorFlow, lui, qu'est-ce qu'il a fait TensorFlow? C'est que il a déjà développé, vous savez, dans l'algèbre linéaire,
vous avez des opérations, la somme des matrices, le produit des matrices, le déterminant. Hein. Alors, toutes les opérations de l'algèbre linéaire, le calcul matriciel, il les a implémentées de manière parallèle, en utilisant les GPU. Et donc, vous savez, notre matériel, quand on fait du deep learning, comme ça prend beaucoup de calculs, donc nous aurons besoin des machines qui sont dotées des GPU. En fait, je rappelle que le GPU, c'est ce genre de carte que vous voyez là. Donc, c'est des cartes que vous allez, quand il s'agit des stations de calcul, souvent, c'est des cartes que vous pouvez acheter et d'installer à l'intérieur d'un serveur. Et ça rend votre serveur plus puissant, si vous voulez. Et si, par exemple, vous achetez ça vous achetez un laptop, tout simplement, c'est dans la carte mère, il y a des GPU qui font partie de votre carte mère. Et généralement, dans des machines, vous voyez ici, par exemple, c'est une machine qui contient combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans laquelle on a installé 8 GPU. Et après, bon, chaque GPU contient des milliers de petits microprocesseurs. Et plus vous avez beaucoup de GPU, vous avez vraiment une machine de calcul incroyable. Mais ça consomme beaucoup d'énergie. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que le deep learning, ça coûte cher. C'est-à-dire, les gens qui font du deep learning, ils ont besoin d'acheter des serveurs qui sont... pas vous, hein, parce que pour vous, les calculs qu'on va faire, ce n'est pas des gros calculs. Alors, on prend toujours des datasets juste pour plutôt comprendre. Mais généralement, avec des simples GPU, on arrive à faire des choses intéressantes. Mais quand il y a par exemple, les gens qui ont entraîné ChatGPT, OpenAI, pour entraîner ChatGPT, vous imaginez le nombre de GPU qu'ils ont utilisé. Alors, si vous avez le chiffre, vous allez prendre votre tête. Et un GPU par exemple, Tesla, qui est très puissant, ça coûte aujourd'hui, parce que les prix ont vraiment grimpé parce qu'il y a une demande incroyable, c'est à peu près 200 000 dirhams. Donc, c'est-à-dire 200 000 dirhams pour un GPU, mais après, si vous avez beaucoup de données à traiter, alors généralement, bon, ce qui fait que, voilà, donc dans les laboratoires de recherche, généralement, aujourd'hui, tous les laboratoires de recherche, dès qu'ils ont des petits budgets, enfin des petits budgets, on pense toujours, on demande les GPU parce qu'on en a besoin. Les doctorants ont besoin d'utiliser les GPU. Ici, à l'INSET, nous avons pas mal de machines qui sont dotées de GPU qui sont très puissants. Et on avait d'ailleurs, c'est Abdelhadi, donc il vous a envoyé un mail pour vous demander ceux qui ont besoin d'exploiter les GPU, donc en tout cas pour ceux qui ont des travaux d'intelligence artificielle, de deep learning. Donc voilà. Alors en tout cas, il y a le matériel. Notre matériel contient quoi? Les CPU et les GPU. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un GPU pour faire du deep learning? Non. La preuve, c'est que vous allez faire du deep learning sans utiliser de GPU. Sauf que quand vous allez lancer l'entraînement, vous avez intérêt à aller prendre un petit café. Le temps, pas un petit café, beaucoup de café parfois pour revenir et trouver encore votre machine est en train de faire des calculs. Donc, plus vous avez des GPU, plus ça devient vraiment très rapide, en tout cas. Alors, donc les GPU, qu'est-ce qui crée les GPU? Donc, principalement, d'abord, c'est NVIDIA. Donc, NVIDIA, c'est elle qui a créé les GPU au début. Mais après, il y a par exemple Apple, maintenant. Apple possède ses propres GPU qui sont intégrés dans les MacBooks. Donc, ça veut dire que les MacBooks actuels Pro, par exemple, utilisent des GPU, mais ce n'est pas du NVIDIA. Donc, c'est des solutions qui sont fournies par Apple. Et donc, si vous utilisez les cartes graphiques de NVIDIA, il faut savoir une chose, c'est que pour faire le calcul parallèle, en fait, NVIDIA avait développé une librairie qui s'appelle CUDA. C'est très important. Alors, CUDA, c'est une librairie qui est développée en langage C.
C'est-à-dire principalement en langage C, c'est cette librairie-là qui permet de faire des calculs parallèles. C'est cette librairie qui permet d'accéder au GPU. Et donc, avec en fait CUDA, c'est-à-dire qui fournit, et bien tout simplement, et donc si vous voulez TensorFlow, il est obligé d'utiliser le langage C au départ parce qu'on a besoin d'exploiter des librairies de CUDA qui sont principalement en langage C. Donc c'est-à-dire le bas niveau du framework TensorFlow, c'est du langage C. Mais on ne va pas demander aux gens de programmer en langage C pour faire du deep learning, parce que sinon il n'y a personne qui va le faire, parce que vous savez, le langage C c'est un peu compliqué, surtout pour les gens qui veulent faire vite. Et du coup, donc, la couche supérieure de TensorFlow, c'est du Python ou bien C++ ou bien JS, JavaScript. C'est pas du Java. C'est du JavaScript. Donc, ça veut dire que si vous avez une application JavaScript, vous pouvez directement exploiter les GPU. Vous pouvez faire des calculs parallèles. Si vous avez une application C++, vous pouvez exploiter le calcul parallèle. Et si vous utilisez Python, vous pouvez faire du calcul parallèle. Alors maintenant, en fait, ça, c'est la couche supérieure de TensorFlow. Mais pour encore faciliter la création des modèles CNN, RNN, etc., il y a une librairie qui a été développée qui s'appelle Keras. Donc, si vous travaillez, dans la majorité des cas, les gens qui font du deep learning, ils vont utiliser Keras. Donc, vous voyez, donc Keras, maintenant, actuellement, il fait partie de TensorFlow. Donc, vous utilisez Keras pour créer des réseaux de neurones, CNN par exemple. Et donc, vous voyez, donc c'est du Python. Mais derrière, il y a tout ça qui fait que votre application peut exploiter le matériel. Alors, ça, c'est en quelque sorte... bon, ça, je disais, donc, c'est du JS, mais il y a du Java. Je corrige, c'est pas du JS, c'est du Java. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Java, on a développé, en fait, il y avait en fait une librairie qui s'appelle JCUDA, qui a été développée en Java. Et ben, c'est JCUDA. Avec JCUDA, vous pouvez programmer en Java et votre JCUDA va utiliser CUDA. Ce qui fait que grâce à JCUDA, il y a un framework qui est très connu en Java qui s'appelle Deep Learning 4J, DL4J. Donc ça, c'est purement du Java, c'est pas TensorFlow. Donc ce qui fait qu'il y a également la possibilité pour les applications Java. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent beaucoup avec Java et qui ont dans des applications préférées utiliser Deep Learning 4J qui est principalement fait avec du Java. Bon, mais il faut savoir une chose, c'est que en fait, il y a une... Maintenant, jusque-là, tout ça, c'est le back-end. Mais la question maintenant, est-ce que mon navigateur, c'est quand vous naviguez sur le web, votre navigateur, quand vous lancez un browser web, est-ce que votre navigateur web est capable, si la machine où se trouve le navigateur web contient des GPU, ben la question est-ce que mon browser est capable d'utiliser les GPU? Avant, ce n'était pas le cas. Mais après, maintenant, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une librairie qui s'appelle OpenGL qui a été développée, c'est-à-dire au-dessus duquel il y a WebGL. Et bien justement, à TensorFlow, il y a une version qui a été développée en JS. Ça s'appelle TensorFlow JS. Et avec TensorFlow JS, on peut facilement créer dans les applications front-end, le front-end, on peut exploiter les GPU. Donc, c'est-à-dire pour faire du deep learning ou des applications de reconnaissance. Donc, vous voyez donc, vous pouvez utiliser ce qui est bien avec TensorFlow, c'est que vous pouvez l'utiliser en back-end qu'en front-end. Pour les applications mobiles, les applications, par exemple, web, ben, les applications web, ils peuvent en temps réel faire des choses qui sont très intéressantes, notamment qui exploitent les GPU. Alors ça, c'est une architecture qui peut vous donner à peu près une idée, si vous voulez, comment ça marche. Mais ce qui vous intéresse pour la plupart d'entre vous, c'est tout simplement que pour faire du deep learning, il y a TensorFlow, mais ce n'est pas la seule librairie qui est connue.
Il y a également PyTorch. PyTorch, c'est développé par Facebook, Meta. Alors Keras, en réalité, c'est pas un framework de deep learning, c'est juste ce qu'on appelle un enveloppeur, un wrapper qui permet de faciliter l'utilisation de TensorFlow. Donc, c'est-à-dire, c'est une API qui va permettre de faciliter plutôt l'exploitation de TensorFlow. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, Keras, au début, on pourrait l'utiliser avec TensorFlow et on pouvait l'utiliser avec d'autres frameworks. Mais depuis, donc, c'est intégré avec TensorFlow actuellement. Donc, vous n'avez pas besoin de les séparer. Donc, pour les applications Java, il y a également, à l'époque, il y a 3 ans, 4 ans, c'est que le problème, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la réalité des entreprises, à l'époque, il y a quelques années, c'est que la majorité des entreprises, il n'y a personne qui utilise Python pour développer des applications de l'entreprise. La majorité des entreprises utilisaient des langages comme Java, comme C#, .NET, etc. pour développer les applications. Et le problème, dès qu'il y a une partie d'intelligence artificielle, on est obligé d'utiliser Python. Pourquoi Python? Parce qu'à l'époque, les seuls frameworks TensorFlow et PyTorch, c'est du Python, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est pour cela qu'il y a un framework qui a été créé par DeepMind. SkyMind, c'est pas DeepMind. SkyMind, il a développé un framework qui est entièrement du Java, exactement comme TensorFlow. Donc, c'était un framework qui a été exploité par quelques entreprises, mais c'est-à-dire c'est pas très utilisé. C'est vraiment, il y a quelques entreprises qui sentent vraiment le besoin de l'utiliser, ils l'ont exploité. Mais comme c'est un framework qui n'est pas très mis à jour, la communauté n'est pas très grande, donc c'est-à-dire il a stagné. Donc, ce qui fait que si vous voulez faire du deep learning, donc généralement, dans la majorité des cas, c'est Python qu'on va utiliser. Et après, il y a des moyens pour connecter les applications Java avec les applications Python, mais ça relève plutôt de l'ingénierie qu'autre chose. Voilà, alors j'ai expliqué les concepts de base, donc je vais passer à la partie démonstration. Je vous ai préparé deux cas. Le premier cas, c'est un exemple dans lequel je reviens toujours vers le dataset MNIST. Donc je vous rappelle que MNIST, c'est un dataset dans lequel vous trouverez donc des nombres manuscrits de 0 jusqu'à 9. Bon, c'est des petites images. Donc voilà, donc MNIST, c'est un dataset qui est très connu. Donc, qui a été en fait développé par Yann LeCun. Yann LeCun, c'est l'un des chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle qui sont très connus dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui a rejoint Facebook à un moment donné. Et donc, voilà. Donc, on va essayer de voir comment utiliser ce dataset qu'on peut récupérer facilement. Et c'est un dataset qui n'est pas très grand, c'est des petites images. Donc, ça nous permet dans des machines, c'est-à-dire ça vous permet d'expérimenter en fait, toutes les techniques de deep learning, notamment de ANN et CNN, et pour créer un classifieur pour classifier est-ce que l'image, est-ce que c'est un 3 ou bien c'est un 0 ou bien c'est un 4, 1, etc. Donc, vous avez donc, ça c'est ce qu'on va essayer de faire. Est-ce que c'est clair? S'il n'y a pas de questions sur la partie concept de base, donc je vais passer directement. Je vais enregistrer le truc, oui. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser ou de passer par ces frameworks pour faire le deep learning? Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser ces frameworks pour faire le deep learning? Oui, alors en fait, techniquement parlant, vous pouvez faire du deep learning sans utiliser ces frameworks. Sauf que le seul problème, c'est ça. C'est que quand tu veux faire du deep learning, quand tu as beaucoup de c'est-à-dire de couches de neurones, ou bien quand il y a beaucoup de calculs à faire matriciels qui sont très grands, il faut faire du calcul parallèle. Et si tu veux faire tes calculs parallèles, si tu veux même le faire toi-même sans passer par ces frameworks, c'est à toi d'écrire ça. d'écrire beaucoup de code CUDA qui permet de paralléliser les fonctions. Donc, et ce travail-là, c'est déjà fait par TensorFlow. Donc, je le disais toujours, parce que c'est vrai, on est ici à l'INSET dans un laboratoire,
on faisait des calculs parallèles avant même que TensorFlow existe, n'est-ce pas? Et à l'époque, avant les années 2010, vous savez ce qui s'est passé? Déjà, en 2010, c'est que tout le monde commence à découvrir c'est quoi les GPU, etc. Et donc, à l'époque, dans la recherche scientifique, en fait, les chercheurs ont commencé à faire des implémentations des calculs parallèles en utilisant CUDA. Et donc, c'est-à-dire, au début, il y avait, juste pour faire le calcul le produit de deux matrices, si tu veux faire le produit de deux matrices de manière parallèle, et il faut y créer beaucoup de trucs comme ça. Parce que CUDA, c'est lui qui va communiquer avec les GPU, et ça, c'est un peu compliqué. Et Google, qu'est-ce qu'il a fait? Le moment où peut-être nous, on était en train d'écrire des articles, comme vous le faites maintenant, vous, à chaque fois, on est très content quand un article il est publié. Oh, j'ai atteint la complexité telle et tout ça. Alors Google, lui, il publie rien. C'est qu'il a implémenté tout ce que peut-être la recherche scientifique sont en train de publier. Il l'a implémenté, c'est-à-dire il a fait ses implémentations parallèles dans sa librairie. Et ben, il a créé tout simplement TensorFlow. Donc vous voyez donc TensorFlow, c'est juste un ensemble de fonctions qui ont principalement parallélisé l'algèbre linéaire, les calculs de l'algèbre linéaire. Et ça, c'est un travail énorme. Et donc, ce qui fait, si vous utilisez TensorFlow, et bien, tout simplement, vous imaginez, vous allez gagner beaucoup de temps. Et c'est pareil pour PyTorch. La question, elle est intéressante dans ce sens-là. Voilà, alors donc je vais passer à nouveau sur... on va passer... comment on a changé l'enregistreur, on va arrêter cet enregistreur d'abord sur la partie